En Ukraine, le risque d'accident nucléaire suscite de l'inquiétude alors que des combats se poursuivent autour de la centrale de Zaporijia. Ils sont russes ou biélorusses et vivent en Ukraine. Même s'ils ont soutenu Kiev pendant la guerre, l'obtention de titres de séjour est quasiment impossible pour eux. La présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne annonce une réunion d'urgence sur la crise énergétique. En France et en Allemagne, les prix de l'électricité battent des records. Des fissures sur les maisons, des vignobles à sec, du bétail en manque d'herbe. La sécheresse intense en France a de multiples conséquences. En Ukraine, ces images satellites montrent un panache de fumée aux abords de la centrale de Zaporijia, faisant craindre une catastrophe nucléaire. Jeudi, l'installation a été déconnectée du réseau ukrainien à cause de dommages sur les lignes électriques, avant d'être finalement raccordée vendredi. Face au risque de fuite de radiation, des comprimés d'iode ont été distribués aux personnes vivant aux alentours de la centrale par les autorités ukrainiennes. Je tiens à souligner que la situation reste très risquée et dangereuse. Toute répétition de ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire toute déconnexion de la centrale du réseau, toute action de la Russie qui pourrait déclencher l'arrêt des réacteurs mettra à nouveau la centrale à un pas de la catastrophe, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Alors que les combats se poursuivent à travers le pays, la vice-première ministre ukrainienne Irina Vereshchuk a annoncé son intention d'étendre les évacuations obligatoires pour les civils vivant à proximité des lignes de front de la guerre. L'évacuation des femmes avec enfants et des personnes âgées doit être une priorité dans certains districts de la région orientale de Kharkiv et des régions méridionales de Zaporijia et de Mykolaïev, a-t-elle déclaré. Dans la zone de Kherson, Kiev a annoncé vendredi avoir frappé un pont stratégique utilisé par les forces russes. Karina a quitté son pays, le Bélarus, le 9 février pour s'installer en Ukraine. Cette opposante au régime d'Alexandre Loukachenko a trouvé refuge près de Kiev. À peine 2 semaines après son installation, la guerre éclate. Karina s'implique dans la défense ukrainienne, mais depuis la reprise progressive du travail dans les administrations, elle n'est plus la bienvenue. La faute à son passeport. Nous savons que des Biélorusses se battent aux côtés de l'Ukraine. Il y a des volontaires qui n'ont nulle part où aller parce qu'ils sont biélorusses, explique-t-elle. Quand je vois mon passeport bleu, j'ai envie de le brûler. Nous, les Bélarusses, sommes devenus des gens dont personne n'a besoin. Il s'avère que vous demandez la protection du pays qui est en guerre. Il s'avère que vous êtes plus en sécurité dans le pays qui est en guerre plutôt qu'en Biélorussie. Karina a obtenu l'annulation de son expulsion grâce à la mobilisation des autorités locales qui la connaissent. Pour Andrei, qui est de nationalité russe, les problèmes sont quasi similaires. Après avoir vécu 17 ans en Ukraine, il était sur le point d'obtenir la nationalité. Fin février, ses papiers sont volés, la guerre éclate et lorsqu'il demande un nouveau permis de séjour, la réponse est négative. Il est hors de question de retourner en Russie, dit-il. Je risque d'y passer 15-20 ans en prison. Je ne suis pas sûr, mais c'est très probable étant donné l'ampleur de la répression là-bas actuellement. 10 000 réfugiés politiques bélarusses vivent en Ukraine d'après une ONG et 175 000 Russes disposent d'un titre de séjour dans le pays. Visible à l'horizon depuis la Finlande, la torche en feu du site gazier de Portovaya. Côté russe de la frontière, à quelques kilomètres seulement de l'Union européenne, des millions de mètres cubes de gaz partent en fumée chaque jour. Selon le bureau d'études norvégien Rystad Energy, il s'agit pour Gazprom de se débarrasser de l'énorme surplus de gaz initialement destiné à l'export, notamment vers l'Allemagne. Les livraisons via le gazoduc Nord Stream 1 ont été très fortement réduites depuis le lancement de l'invasion russe en Ukraine en février dernier et les sanctions occidentales qui s'en sont suivies. Berlin y voit un geste politique, tandis que Gazprom évoque des problèmes techniques. Selon les experts, il est effectivement possible que la station de Portovaya brûle son gaz à cause de dysfonctionnements. Mais la période très inhabituelle et l'importance considérable des volumes à des niveaux sans précédent selon les experts laisse peu de place au doute. En avril dernier, l'Union des industriels russes avertissait que faute d'exportation et en l'absence de capacité suffisante de stockage, les producteurs de gaz n'auraient d'autre choix que d'augmenter considérablement les quantités d'hydrocarbures brûlés. Alors que les prix de l'énergie explosent sur les marchés européens, le seul site de Portovaya brûlerait l'équivalent de 10 millions d'euros de gaz par jour.
Tarissement des flux de gaz russe vers l'Europe, inflation galopante, sécheresse extrême. Avant un hiver qui s'annonce difficile, l'avis de tempête est déclaré sur les marchés de l'énergie qui flambent en Europe. La présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne annonce une réunion le plus tôt possible des 27 sur la crise énergétique. Nous sommes engagés dans une guerre de l'énergie face à la Russie et cela affecte toute l'Union, déclare le ministre tchèque de l'énergie Josef Sikela dans un tweet. La France et l'Allemagne subissent en une semaine une hausse inédite des prix. Alors que le kilowattheure ne coûtait que 85 € dans les deux pays il y a un an, il est aujourd'hui 10 fois plus cher, à 850 € outre-Rhin et 1 000 € en France. Seuls 24 des 56 réacteurs nucléaires de l'Hexagone fonctionnent, notamment à cause de problèmes de corrosion. Effet direct, la production électrique atteint un niveau historiquement bas, ce qui fait grimper les prix. Autre problème en Allemagne, la dépendance au gaz russe, mais même conséquence, des prix inexorablement tirés vers le haut à mesure que les livraisons de Gazprom se réduisent. Malgré les bonnes performances du solaire, les énergies renouvelables ont quant à elles souffert des conséquences d'un été historiquement chaud et sec sur une grande partie de l'Europe. C'est l'une des conséquences de la multiplication des épisodes de canicule et de sécheresse en France. Des fissures apparaissent sur les façades ou les plafonds des maisons construites sur des sols argileux. Une préoccupation majeure pour de plus en plus de propriétaires qui voient leur lieu de vie fragilisé. C'est vraiment un dégât très important. Donc voici une lézarde. Donc on a un risque de péril si cette façade s'effondre avec le toit qui va suivre et là ça peut être catastrophique. Les effets de la sécheresse se font ressentir également dans les vignobles où les vendanges qui ont lieu habituellement mi-septembre ont déjà débuté. Le secteur s'adapte comme il peut aux conséquences du réchauffement climatique. Avec la chaleur, les fréquences d'arrosage augmentent dès la plantation de la vigne. Habituellement, on arrose avant de planter, juste après que ce soit planté et peut-être 1 ou 2 fois maximum. Et là, on a dû arroser au moins, ça doit être la 4e fois qu'on arrose en plus des fois habituelles. Les éleveurs de bétail aussi doivent s'adapter face à une herbe qui se raréfie, brûlée par le soleil. Pour nourrir ses vaches, cet agriculteur utilise ses stocks prévus pour l'hiver. Une solution à court terme qui pourrait l'obliger à vendre des bêtes. Par principe, des vaches qui vont être vendues parce qu'elles ne pourront pas être nourries, quoi. Donc qui dit vendre des vaches, dit donc moins de lait pour l'année prochaine. Donc encore un peu plus de tension sur les produits laitiers l'année prochaine à partir de 2023. Malgré les récents orages, la sécheresse intense que connaît actuellement la France touche l'ensemble du territoire. La plupart des départements sont concernés par des restrictions d'eau et une centaine de communes sont privées d'eau potable. Depuis le 18 août, les éboueurs d'Édimbourg sont en grève. Résultat, les ordures jonchent les rues de la capitale écossaise, suscitant de l'inquiétude en termes de santé publique. Aucun accord n'a été trouvé entre les syndicats et les autorités locales. Le vice-premier ministre écossais a appelé les partis à trouver un compromis. C'est une exposition spectaculaire consacrée au peintre franco-hongrois Simon Antai, figure magistrale de l'abstraction dont on célèbre cette année le centenaire de la naissance. Plus de 130 chefs-d'œuvre disséminés sur près de 2700 m², faisant dialoguer les grandes périodes de l'artiste avec des toiles d'Henri Matisse et de Jackson Pollock. Beaucoup d'œuvres n'ont jamais été exposées et sont pour la plupart des grands formats centrés sur la seconde moitié du XXe siècle. La Biennale des Arte à Venise, créée à la fin du XIXe siècle, s'est imposée comme l'un des plus prestigieux rendez-vous artistiques de l'année. Jusqu'au mois de novembre, les touristes et les amateurs d'art peuvent se faire une idée de la création contemporaine avec des artistes venus du monde entier. Un événement incontournable qui, cette année, à travers son programme et son intitulé The Milk of Dream, veut réenchanter par l'art un monde en plein bouleversement écologique et politique. Ouverture ce week-end de la saison musicale à Berlin avec le Music Fest qui regroupe pas moins de 50 œuvres et plus de 40 compositeurs. Les principaux orchestres de Berlin seront présents ainsi que les plus prestigieuses formations venues d'Europe et du monde entier. 33 ensembles au total et de nombreux solistes pour le plaisir des oreilles de milliers d'amateurs de musique classique rassemblés dans la capitale allemande.